En même temps, elle en avait passé du temps à jouer avec ce galet sous les arcades. Elle s'était acharnée tous les jours de la semaine et passait même des nuits entières à tenter de le faire s'élever un peu plus, à le faire tourner un peu plus vite, toujours un peu plus stable. Et le pire, c'est qu'après des mois d'entraînement, elle était parvenue à faire des progrès considérables. À peu près à l'âge de ses 11 ans, elle réussissait même à faire tourner 3 fois autour d'elle les quelques 100 grammes de son caillou avant qu'il ne retombe par terre. À bout d'un moment de ce régime, de jours livrant les bouteilles et de nuits acharnées sur le galet, sans aucune technique ou compréhension même de ce qu'était la mana, forcément, pensa-t-elle, il n'avait pas fallu longtemps avant qu'elle ne s'écroule. Elle avait commencé à s'endormir un peu partout, parfois même en pleine rue, adossée à son petit diable, ou roulée en boule sous l'échoppe d'un marchand. Sa mère lui avait raconté qu'un après-midi, un lieutenant de l'armée blanche, les troupes de Yor venues d'Aufsor, s'était rendu à la distillerie Montjoy en la portant dans ses bras. C'était un habitué de leurs produits, et il avait reconnu la petite Saint James qui avait perdu connaissance, effondrée dans l'écurie de la caserne alors qu'elle tendait une bouteille au palefrenier. Elle s'était réveillée bien sûr, mais 4 heures plus tard, et le lieutenant n'avait pas lâché l'affaire. Il se faisait du souci pour elle. Comme une faveur tacite dont seule la petite livreuse de whisky était digne, le soldat en question avait obtenu de son commandant l'autorisation de l'amener voir les guérisseurs militaires de la cohorte. Elle se souvenait bien du chemin qu'elle avait fait, en suivant le lieutenant vers le dispensaire de fortune. Mais elle détestait l'endroit. Il fallait bien avouer que tout le monde la connaissait, et on l'aimait bien parmi les hommes affectés ici. Elle avait déjà pas mal vagnaudé dans le camp et elle le connaissait comme sa poche. Mais jamais elle n'avait osé s'approcher des baraquements du fond. Parce que, dans la 3e cohorte de l'armée blanche, il n'y avait pas de clerc pour soigner les blessés. Dès lors, celle qui dirigeait l'hôpital de Caen, c'étaient les terribles sœurs de bataille. Et ces femmes lui filaient une frousse bleue. Pour une petite fille, elle se souvenait avoir plus ou moins réussi à faire bonne figure. Mais elle n'en menait pas large. Il fallait bien comprendre que même les soldats des troupes régulières, ceux qui étaient là depuis longtemps et qui avaient survécu à l'épreuve du feu, n'étaient pas à l'aise quand les grandes guerrières traversaient le camp pour aller prendre leur quart à l'infirmerie. Plus tard, quand il lui était arrivé d'évoquer les sœurs de bataille pendant ses études au conservatoire, Saint James s'était rendu compte que, malgré la crainte qu'elles inspiraient sur le front, leur prouesse n'était pas vantée au-delà des tranchées, chez les civils. Leur caste était ainsi parvenue à rester plus ou moins dans l'anonymat. Aujourd'hui, elle n'en savait pas beaucoup plus qu'à l'époque, et ignorait de quoi retournait précisément leur rôle au cœur du combat. Elle s'était même demandé si les gros bonnets de l'état-major ne couvraient pas au moins un peu les sulfureuses actions d'éclat de cette troupe d'élite. Une chose était certaine, personne n'avait compris de quoi parlait Saint James lorsqu'elle avait tenté d'expliquer à ses camarades le malaise que pouvaient inspirer ses combattantes. Il fallait s'y être confronté, et l'on comprenait alors facilement pourquoi personne ne voulait avoir un quelconque problème à régler avec elle. Le corps des sœurs de bataille était un sous-ordre de l'armée régulière de Yor, mais était formé à part, presque en cachette, dans des monastères disséminés aux 4 coins du pays, dont on ne connaissait pas réellement l'emplacement. Pour accéder à cet entraînement, il fallait avant tout avoir été reconnu comme gardien du royaume. Et de ce fait, elles étaient hiérarchiquement au-dessus des paladins et de la plupart des prêtres. Elles avaient cependant peu l'occasion de leur donner des ordres, puisque les sœurs présentes sur le champ de bataille ne suivaient pas la même ligne de commandement et ne répondaient qu'à une mère supérieure, elle-même directement en contact avec les plus hautes instances du gouvernement. On lui avait expliqué, plus ou moins, qu'elle représentait un appui stratégique d'infanterie de première ligne,
qui montaient à l'assaut au cœur des charges. Souvent très grandes, d'une musculature impressionnante et le crâne rasé, les sœurs n'inspiraient pas vraiment la compassion au premier regard. Leurs armures, même si forgées sur mesure, étaient conçues pour être légères et ne couvraient qu'une petite partie du haut de leur corps, les épaules et les jambes des guerrières. Différemment armées selon les circonstances, elles ne s'encombraient jamais d'un bouclier et gardaient une main libre et sans gantelets pour toujours être capables de lancer leur sortilège dans n'importe quelle situation. Ainsi équipées, et sans casque sur le terrain, elles étaient extrêmement mobiles et rapides. On les disait capables d'abattre seules un chef de patrouille orc, mais également de pouvoir sauver un soldat à qui on aurait arraché une jambe. Elles restaient souvent très longtemps sur la première ligne, voire même dans le No Man's Land. Personne ne savait exactement de quoi retournait leur long entraînement. Mais définitivement, une ambiance étrange enveloppait ces femmes. Un jour, Saint James, qui livrait une caravane qui partait au feu dans l'après-midi, avait surpris un prêtre, en train de faire un scandale auprès d'un lieutenant pour ne pas être affecté avec l'une d'entre elles pour la durée du voyage. Elle avait remarqué que les plus fanatiques leur attribuaient autant d'hérésie que possible, sans doute pour pouvoir considérer ces femmes qu'ils craignaient plus que tout comme des harpies, presque plus proches du démon que de l'être humain. Ces quelques conservateurs acharnés se heurtaient d'ailleurs souvent aux avis de ceux qui avaient vu les sœurs de bataille à l'œuvre. Ces derniers les élevaient à un rang presque angélique. Cette aura mystique et ce contraste paradoxal qu'elle véhiculait n'aidaient bien sûr pas à se faire une idée bien précise. Mais tout ça, la petite Saint James, 11 ans, s'en était probablement contrefichue royalement. Elle n'aimait pas ces immenses dames qui ne parlaient jamais, et qui lui faisaient un peu peur avec leur crâne recouvert d'à peine quelques millimètres de cheveux. Ils étaient arrivés au fond du hangar, et le lieutenant qui l'accompagnait l'avait fait entrer dans le baraquement qui servait d'hôpital de campagne. Cela ressemblait à une large grange sur 2 étages, intégralement remplie de lits, ces derniers simplement séparés les uns des autres par de lourds rideaux, qui avaient été blancs un jour. Elle avait traversé l'allée centrale en se collant le plus possible au pied de son guide. Chaque couchette devant laquelle elle était passée était occupée par un soldat, particulièrement mal en point. Soit qu'un sort de soin ne suffirait pas, soit qu'il n'y en ait plus eu de disponible sur le terrain. C'était le genre d'endroit où l'on pouvait sentir le souffle de la mort, comme si elle se baladait avec nous dans les rangées. Une des sœurs de bataille était là, dans le fond de la pièce, gigantesque et autoritaire. Elle donnait des consignes aux quelques commis qu'elle avait à disposition pour tenir l'endroit. C'était là qu'elle avait fait la connaissance d'Ygritte. Au début, la grande femme s'était occupée d'elle à contre-cœur. Interrompue au milieu d'autres soins plus importants, elle était exténuée. Et cela la mettait hors d'elle de devoir prendre le temps de panser les petits bobos d'une civile qui avait obtenu les grâces d'on ne sait quel général. Elle revenait directement du front et elle était fatiguée des sorts de soins à répétition. Arrêt cardiaque, carotide ouverte, hurlements, couture à la dernière minute ou amputation. Tout ce qui faisait le folklore de ce genre de petit cabinet, en somme. L'examen médical avait duré plus longtemps que prévu, et le lieutenant qui l'accompagnait avait dû prendre congé. Elle s'était donc retrouvée, torse nu sur une table d'auscultation, seule avec la matrone géante, qui, à ses yeux de petite fille, touchait presque le plafond du haut de sa tête. Songeuse, elle s'était assise devant elle, sur un petit tabouret. Ygritte avait consciencieusement fait toutes les vérifications d'usage, mais elle n'était pas parvenue à comprendre d'où venait la faiblesse de son petit corps épuisé. Évidemment, difficile pour elle d'imaginer. Le problème, c'est qu'une petite fille de 11 ans n'est pas censée apprendre à reconstituer sa mana toute seule. Elle n'est d'ailleurs pas censée utiliser de la mana du tout
et reconstituer l'intégralité du flux magique alors qu'elle tentait chaque jour de faire voler le galet un peu plus haut, cela grillait un petit peu plus d'énergie que de jouer à la marelle. Et son organisme n'arrivait tout simplement plus à suivre. En y pensant, elle aurait pu se faire bien plus mal que ça. Elle aurait pu y laisser sa peau. Et puis, Ygritte, qui d'échec en échec désespérait de pouvoir trouver un diagnostic, s'était retournée pour attraper un instrument dans l'étagère, derrière elle. La grande femme aussi était sur ses dernières réserves, et elle était à bout de force. Elle n'avait pas fait attention au petit flacon de désinfectant posé sur le rebord de la table. Elle l'avait efficacement heurté du bout du coude, et il avait tournoyé un instant, avant de basculer dans le vide. Les deux femmes avaient eu le même réflexe, mais pas de la même manière. Ygritte, avec une rapidité surnaturelle que l'on avait de la peine à associer à un aussi grand corps, avait pivoté sur elle-même et avait placé sa grande main, ouverte, là où l'objet aurait dû tomber. Mais au lieu de cela, le désinfectant s'était immobilisé en l'air, à quelques centimètres du bord de l'établi. Quand la sœur de bataille avait relevé la tête, elle l'avait surprise sur le fait. Elle avait rompu la tension magique tout de suite, et voulait faire comme si de rien n'était. La fiole, ainsi libérée, était allée se briser par terre, sans qu'Ygritte ne lui accorde le moindre intérêt. Saint James avait eu peur de ses grands yeux bleus, qui la transperçaient de questions. Ygritte ne s'y attendait évidemment pas du tout. Mais il ne fallait pas être très malin pour comprendre. « Tiens donc », avait-elle dit en la fixant. « Mais qu'est-ce qu'on a là ?» La suite de la consultation avait changé drastiquement et la combattante s'était adoucie. Ygritte lui avait posé 1 millier de questions, et chaque réponse qu'elle lui donnait timidement n'avait cessé de l'étonner toujours un peu plus. À 11 ans, il n'était pas communément admis qu'une fillette s'amuse à faire léviter du désinfectant. Ce jour-là, les gens s'étaient écartés sur le passage de la grande guerrière en armes. Et Saint James, qui avait accompli l'exploit de partir avec un lieutenant et de revenir avec une sœur de bataille, se souvenait qu'à ce moment-là, elle était convaincue d'avoir fait une immense bêtise, et que, sans doute, les commerçants qui la voyaient marcher au rythme du cliquetis de l'armure d'Ygritte pensaient la même chose. Mais elle ne s'était pas faite gronder. On ne l'avait pas envoyée en prison, jetée par-dessus les douves, et la Tarasque n'avait pas daigné venir jusque chez elle pour la dévorer vivante. On l'avait juste envoyée dans sa chambre. Et Ygritte était ensuite restée longtemps à discuter avec ses parents, qui, extrêmement inquiets de voir leur fillette rentrer à la maison escortée de la sorte, avaient de la peine à s'en remettre. Elle avait collé son oreille à la porte en bois de l'atelier et avait écouté au travers. La grande femme les avait rassurés du mieux qu'elle avait pu, et ils avaient discuté de choses qu'elle ne comprenait pas. En réalité, elle avait su les convaincre que leur petite Alliome avait un avenir bien différent de celui qu'ils imaginaient pour elle. Dès ce jour, le transport du Saint James n'avait plus représenté qu'une petite partie de son temps libre. Dès qu'Ygritte le pouvait, elle venait la chercher directement chez ses parents, ou la dénichait même sur son parcours de livraison. Et elles partaient ensemble en direction de ces quartiers où elle lui servait de préceptrice. Elle avait beaucoup de retard, n'étant jamais réellement allée à l'école. Mais elle était douée, d'une intelligence hors du commun. Sa nouvelle professeure avait pris la décision de ne pas brûler les étapes. En réalité, Ygritte lui avait avoué bien plus tard qu'elle avait dû se retenir pour ne pas directement lui enseigner la magie, tant elle voulait voir de quoi elle était capable à l'époque. Mais non. Les premiers mois furent donc composés d'un programme finement équilibré entre l'histoire du monde, des mathématiques, la lecture, l'orthographe, et parfois le début, les bases du langage arcanique. Ygritte ne la ménageait pas, et même si Saint James hurlait pour passer à autre chose,
elle avait tenu bon et refait toute son éducation. Ensuite, enfin, avaient commencé les leçons dont elle se rappelait avec le plus de plaisir. La magie. Évidemment, la guerrière n'était pas habituée à l'enseignement, encore moins avec une enfant de son âge. Et les cours avaient été laborieux au début. Mais Ygritte avait pallié son manque de pédagogie par une rigueur toute militaire. Sans doute devait-elle se dire qu'une enfant capable d'apprendre seule les rudiments d'un sort de lévitation n'avait pas besoin d'être prise avec des pincettes. Et elle avait eu raison. Ce travail acharné avait très vite produit des fruits spectaculaires. Et chaque semaine, elle devait changer les exercices pour en trouver de plus durs, toujours étonnée de la vitesse à laquelle elle apprenait. De son côté, il lui avait fallu pas mal de temps pour réussir à dessiner les contours d'un être humain derrière l'armure et la rigueur militaire d'Ygritte. Malgré ses questions incessantes de petite fille, Ygritte avait mis un point d'honneur à ne jamais évoquer ses longues missions spéciales sur la ligne de front et à éviter absolument toute allusion à sa vie avant le camp d'entraînement. Elle s'était donc bornée patiemment à discuter avec elle de tout et de rien. Mais le rien d'Ygritte, c'était déjà énorme pour elle, qui n'avait jamais vraiment eu personne à qui parler franchement. Contre toute attente, c'est dans cette absence de sujet, dans ces conversations vides, où se heurtaient l'innocence d'une enfant et la maladresse d'un soldat, qu'elles avaient appris à se connaître. Elle avait aussi découvert en grandissant et au fil des leçons, puis plus tard au conservatoire, à quel point elle ressemblait à sa professeure. Elle parvenait ainsi à se retrouver sur des sujets aussi abscons que l'absence, scandaleuse d'ailleurs, de noisettes dans les rations des fantassins elfes, ou un questionnement existentiel sur la probable existence du métier d'accordeur de cloches. Tant elles trouvaient toutes les deux que le tocsin du Capitole sonnait affreusement faux aux grandes heures des rassemblements. Un jour, tandis qu'elle s'échinait avec Ygritte sur un exercice de lévitation, l'une pour le réaliser et l'autre pour ne pas trop perdre la face devant une petite fille qui apprenait trop vite, elles en étaient arrivées, par hasard, au sujet ô combien normal des calèches, diligences et autres caravanes. L'après-midi avait donc été teinté de comparaisons et d'un argumentaire très sérieux entre le maître et l'élève. À savoir quel pays avait les chariots les plus confortables, les transports de troupes les plus résistants, ou les plus extravagants. Car la vie respective des deux femmes sur les attelages était bien sentie, et chacune d'entre elles, pour y avoir passé d'interminables heures, avait un avis tranché sur la question. Elles avaient de quoi débattre, et elles avaient campé leur position contre les arguments de l'adversaire. Ygritte lui expliquait avec passion l'ineptie de l'existence des fiacres, tandis qu'elle-même tentait de défendre le luxe et le confort que pouvait représenter ce genre d'attelage, dans une ville qui ne serait évidemment pas faite de tunnels interminables, débouchant tous finalement sur un champ de bataille. Elle s'était toujours adressée de manière extrêmement polie à sa préceptrice. Il y avait autour d'elle une aura qui forçait le respect. Elle n'avait pas trouvé beaucoup d'informations dans les archives de la grande bibliothèque quand elle avait fait ses recherches. Mais elle avait plus ou moins réussi à reconstituer le grade d'Ygritte de cette époque, en visualisant les galons qu'elle portait toujours au col. Elle comprenait donc un peu mieux aujourd'hui pourquoi le vouvoiement était de rigueur pour tous ceux qui voulaient s'adresser à la sœur de bataille. Et jusqu'alors, elle-même suivait cette règle. Mais c'était durant cette conversation qu'elle avait brisé la barrière, ou plutôt qu'elle avait brisé toutes les barrières d'un seul et même mouvement, comme d'un violent coup de tête suicidaire, mais encore une fois sans vraiment s'en rendre compte. C'est bien typique de la fillette d'un marchand, d'aimer comme ça les fiacres en velours. Tu verras, ça te passera. C'est un fantasme de princesse, ça. Et elle avait répondu du tac au tac.
Tu dis ça parce que toi, tu as un trop gros cul pour rentrer dedans de toute façon. Mais c'est pas une raison de gâcher pour les autres. Elle avait mis les mains devant sa bouche. Ça lui avait franchement échappé. Un soldat était entré dans le dispensaire quelques secondes avant l'incident, et il avait dû surprendre juste la fin de la conversation. Il les contemplait, en se demandant sûrement le sort qui attendait la petite fille. Debout sur le tabouret de l'établi, alors qu'Ygritte, dont la masse gigantesque faisait presque disparaître le dit tabouret sous elle, venait de tourner rapidement le regard vers lui. Le courrier avait fait claquer ses bottes, complètement pris de court. L'état-major de la section ouest te fait mander. Monsieur, madame, enfin je veux dire vous, ma sœur, excusez-moi. Sa voix s'était lentement suicidée, tandis que la géante se levait, en riant aux éclats, et s'approchait de lui en deux grandes enjambées. La scène était parfaitement claire dans son esprit, et elle revoyait, avec tous les détails, l'imposante stature de la guerrière qui dépassait le profil du messager d'une bonne tête. Elle avait remercié l'homme qui s'était presque envolé à travers la porte, tant il était heureux de s'en tirer à si bon compte. Et puis, elle s'était rassise à côté d'elle. La missive dépliée, suspendue au bout de sa main, et l'avait dévisagée. On ne dit pas à une dame qu'elle a un gros cul, princesse, même si c'est vrai. Tu sais quoi d'ailleurs ? On ne devrait dire à personne qu'il a un gros cul. C'est extrêmement démoralisant, et c'est particulièrement dur à vérifier par soi-même. Et puis la conversation avait repris de plus belle, et s'était achevée après un inventaire quasiment complet de la centaine de différents types de fourgons que pouvait compter Barakzour à cette époque. À l'exception, bien sûr, des chariots de guerre qu'Ygritte avait discrètement escamotés du dialogue. À son grand désarroi d'ailleurs, car à l'époque, elle n'avait jamais pu mettre les pieds à l'intérieur de ces mastodontes, et ils étaient de loin ses préférés. Saint James regarda le soleil disparaître définitivement derrière la toiture de la loge blanche. Son rendez-vous mystérieux n'était toujours pas arrivé. Et elle avait remis son galet dans sa poche et sorti d'un même mouvement le morceau de parchemin, qu'elle gardait celui-ci caché dans sa manche. Elle l'avait déplié doucement et s'était demandé un instant qui avait bien pu lui glisser ce petit mot, très subtilement calligraphié, dans ses papiers personnels. Avec le système très hiérarchisé du conservatoire, aucun aspirant n'aurait osé donner un rencard à un mage de cette manière. Et même si elle aurait pu se laisser tenter par un courageux crétin, le morceau de papier sonnait beaucoup plus sérieusement que cela. Il avait l'élégance raffinée de la conspiration, et ça l'inquiétait un peu. Elle détourna son attention vers les tables et l'ambiance générale, pour se changer les idées. Autour d'elle, les premières chopes de bière étaient déjà consommées depuis longtemps, et les étudiants entamaient les hostilités de manière un peu plus consciencieuse. À grand renfort d'éclats de voix et de fanfaronnades, les longues joutes de la séduction avaient commencé. Saint James profita d'un serveur qui passait non loin d'elle pour commander une nouvelle bière. Personne n'avait osé s'asseoir à ses côtés, sur les chaises ou même à la table plus loin. Il fallait définitivement qu'elle trouve un moyen de sortir de cet entre-deux, et qu'elle accepte qu'elle était une magicienne maintenant. Lorsqu'elle reçut sa boisson, elle constata qu'il s'agissait tout de même de la troisième qu'elle buvait. Un peu coupable, elle jeta un coup d'œil à Max, qui, toujours dans son arrosoir, ne semblait pas l'accabler du regard. Elle se laissa donc légèrement glisser sur sa chaise, et bercée par l'ivresse qui commençait à monter, et le souvenir d'Ygritte. Depuis l'après-midi du gros cul, elles s'étaient toutes deux trouvées dans leur nouveau rôle. Et Saint James avait pris le parti de l'appeler sa grande sœur. Derrière la carapace effrayante et la rigueur d'Ygritte, on pouvait, si on en avait la chance, trouver une personne fondamentalement généreuse, patiente et attentive. Encore aujourd'hui, elle se demandait comment elle pouvait avoir passé toute sa vie sur le terrain et avoir conservé cet humour si lumineux.
Elle avait constaté plus tard, en faisant jouer sa mémoire, que cet humour était parfois très noir et flirtait avec le plus raffiné des cynismes. Elle n'avait compris certaines allusions que bien après, une fois ancrée dans l'adolescence, quand, à son tour, elle avait appris à manier les finesses du second degré. L'enseignement s'était intensifié dans les mois qui avaient suivi, et elle lui avait rendu visite autant qu'elle le pouvait. Elle était très vite devenue la petite protégée des 3 autres sœurs de bataille qui vivaient avec Ygritte dans un appartement civil, qui appartenait à on ne sait qui, et qui avait été apprêté pour les combattantes dans un immeuble de la rue principale, à l'extérieur des camps. Cette dernière était si fière des progrès de son élève que Saint James se doutait même qu'à l'époque, elle avait dû s'arranger pour réduire son temps sur le front, ou à l'hôpital, pour pouvoir s'occuper d'elle un peu plus. Cela avait duré 4 ans, 4 superbes années où elle passait autant de temps que possible à pratiquer la magie avec elle. Elle se languissait de ses leçons lorsqu'Ygritte était en mission spéciale, et lorsqu'elle revenait, profitait de sa convalescence pour rattraper le temps perdu avec elle. À cette occasion, et à force de passer aux abords des hôpitaux quand sa professeure y était affectée, elle avait aussi pu se rendre compte de ce que la magie pouvait produire de plus sanglant. Outre les cicatrices qui lui couvraient tout le corps, Ygritte était parfois revenue avec des blessures atroces, provoquées par des armes ou des sortilèges que la guerrière elle-même ne pouvait pas soigner avec ses incantations. Un jour, elle était arrivée devant la porte, étendue sur une civière, soutenue par des officiers couverts de boue, inconsciente. Le soigneur qui supervisait son transfert avait été étonné de la trouver là, et il s'était mis à genoux devant elle et avait posé les mains sur ses épaules. « Écoute, petite, il y a eu un accident là-bas. Mais elle va s'en sortir, elle va s'en remettre. Elle est beaucoup plus forte que nous ne le serons jamais. » Et il était parti. Ce que le médecin ignorait, c'est que lorsque les autres n'étaient pas là, les rôles s'inversaient, et que c'était elle qui prenait soin de la grande combattante. Elle gardait le lit parfois durant des semaines entières, et ne reprenait connaissance que quelques minutes par jour. Saint James faisait de son mieux, cuisinait, prenait sa température, lui donnait à boire. La vision de sa grande sœur subissant accident après accident au fil des mois lui avait fait efficacement oublier le souhait puéril de faire voler les bouteilles. Ainsi, elle avait très vite harcelé Ygritte pour qu'elle lui enseigne les rudiments de la régénération des tissus ou le moyen de ressouder les membres, de refermer les plaies, comme elle le faisait à l'hôpital de campagne. Arguant par-dessus tout que la prochaine fois, quand elle reviendrait du combat, elle pourrait elle-même la soigner. Mais ça n'avait servi à rien. Elle lui avait ensuite expliqué que la mana avait une forme, une aura, propre à chaque individu, et que, par conséquent, certaines personnes avaient plus de facilité que d'autres à lancer certains sorts. Jeune prodige, il lui avait été extrêmement douloureux de découvrir ses propres limites. Et lorsqu'Ygritte avait compris que sa petite protégée ne serait jamais guérisseuse, elle avait soupiré, en lui passant la main dans les cheveux. « Je me doutais bien que tu ne te cantonnerais pas à rester à l'arrière-garde, ma petite. Mais essaye de ne pas finir comme moi. D'accord ? » Même s'il était rare qu'un pan entier des arcanes résiste autant à quelqu'un, il était très vite apparu qu'elle était incapable de réaliser le moindre des exercices de soins que lui avait donné Ygritte. Le contraire s'était produit par contre, une facilité inquiétante avec d'autres sorts. Lorsqu'elle s'exaspérait sur une formule ou un mouvement qui lui échappait, elle était capable d'y passer plusieurs heures sans aucun résultat. Quand, à bout de nerfs, elle s'énervait parfois et perdait le contrôle, sa mana s'exprimait violemment sans qu'elle n'ait besoin d'incantation pour la matérialiser hors de son corps. Sa préceptrice avait commencé à s'inquiéter lorsqu'après une journée infructueuse à tenter de matérialiser une flamèche dans sa main, elle avait déclenché un incendie terrible
en faisant exploser un orbe de flammes de la taille d'un petit melon à l'intérieur de l'atelier. Elle se souvenait surtout des brûlures. Elle avait encore beaucoup ri avec Ygritte et avait adoré cette époque. Mais parmi toutes les mémoires de ces moments-là, c'était maintenant le souvenir de son 15e anniversaire qui s'imposait à elle. Très clair dans son esprit, peut-être le plus clair de ses souvenirs de Barag-Zour. Tous les employés de ses parents étaient là, et sa préceptrice avait même fait le déplacement, malgré la réticence qu'elle avait à être vue chez les Montjoy. Ce qu'elle ne savait pas à l'époque, et toute sa bonne volonté n'y pouvait rien, c'est que les leçons se faisaient toujours dans le dos de l'état-major. Et il lui avait fallu rester discrète durant ces 4 années. Cette fois-là, son père et sa mère lui avaient offert un cadeau dont elle se souviendrait longtemps. Un sac à dos en cuir finement assemblé. Mais à l'intérieur, elle avait trouvé une bourse de 25 pièces d'or, une bouteille de Saint James, et, sur un petit bout de parchemin, griffonné à la hâte avec le tampon de la commanderie, il y avait une heure, et la date du lendemain, à l'embarcadère militaire du Pont 3. Ensuite, tout s'était passé très vite, et il lui avait fallu un moment pour tout remettre à l'endroit et bien comprendre ce qui était arrivé. En moins de 24 heures, elle embarquait à bord d'un navire de guerre gigantesque. On l'avait faite s'installer dans une cabine privée où sa mère et son père l'avaient accompagnée pour des adieux déchirants. Elle les connaissait bien, ces bateaux. Durant ses livraisons, elle les avait toujours vus s'amarrer au même endroit dans le port. Et elle y avait souvent déchargé quelques bouteilles pour les marins. Et, ce jour-là, elle était certaine que l'immense caraque dans laquelle elle était montée ne pouvait avoir comme destination Kaufsor, la capitale des hommes de l'Est. Il y a quelque temps, Ygritte avait dû se rendre là-bas pour affaires urgentes et elle avait été absente un mois durant. Sur place, elle avait profité de sa position pour faire pression sur quelques personnes et obtenir de faire valoir le cas de sa petite protégée auprès des érudits du Grand Conservatoire de Nacre, l'une des écoles de magie les plus prestigieuses au monde. Et cela avait marché. Ses parents lui avaient expliqué beaucoup de choses dans le désordre, qu'elle allait devoir passer des tests, que l'on viendrait la prendre à l'arrivée du bateau, qu'elle fasse de son mieux, et qu'ils étaient très fiers d'elle, bien sûr, quoi qu'il arrive, qu'elle avait beaucoup de chance, qu'elle allait devenir une magicienne, une mage blanche comme dans les livres. Elle avait écouté sans entendre, et lorsqu'ils étaient partis, elle était montée sur le pont. Frénétiquement, elle cherchait une silhouette, en face, sur le quai. Elle avait besoin qu'Ygritte monte à bord, pour lui dire que tout allait bien se passer. Elle ne se sentait pas prête du tout, et elle avait envie de vomir. La veille, sa tutrice l'avait prise dans ses bras avant de quitter précipitamment sa fête d'anniversaire. Plus longtemps que d'habitude. Trop longtemps, en fait. En y repensant, ça l'avait paniquée. Elle allait arriver. Elle allait lui dire au revoir. Cette étreinte un peu longue ne voulait pas forcément dire qu'elle ne viendrait pas. Mais elle n'était pas venue. Et le bateau était parti. Lorsqu'il avait déployé sa voile arrière, tout le port de Barag-Zour avait disparu derrière ce grand rideau blanc. Toute sa vie là-bas s'était échappée de ses mains. Les bouteilles de Saint James, les livraisons, les leçons, les couloirs de la capitale. Et elle s'était retrouvée toute seule. Saint James revint à elle, troublé, et vérifia rapidement que Max n'avait pas eu des envies de liberté hors de son arrosoir. Elle le prit dans sa main et le caressa doucement du pouce. Elle avait tenté de lui écrire, bien sûr, dès son arrivée à Hofsor dans les premiers mois d'internat. Mais Ygritte était introuvable. Elle avait changé d'affectation.
Au début, personne ne savait où elle était. Et puis, avec le temps, ça s'était aggravé. Les administrateurs qu'elle contactait avaient commencé à avoir de la peine à la trouver dans les rapports. Ensuite, elle s'était rendue compte qu'il n'y avait plus aucune information la concernant après la date de son 15e anniversaire, où elle l'avait vue pour la dernière fois. Lorsque St. James était officiellement devenue aspirante, elle avait décidé qu'elle allait tenter une nouvelle fois de la retrouver. Mais elle s'était heurtée à des registres où, même en cherchant bien, personne du nom d'Ygritte n'avait jamais existé. Ce n'était pas son genre et pourtant, à la pensée de cette femme avec qui elle avait partagé tant de choses et qu'elle n'avait jamais revue depuis, elle avait versé une grosse larme qui était venue lourdement s'écraser sur la tête de Max. Ygritte, c'était un gros morceau bien dur dans le ragoût de son enfance. Et elle savait qu'il allait falloir le faire mijoter encore très longtemps avant qu'elle puisse l'avaler.